Alors, on va commencer. Je pense qu'il y a quelques personnes qui attendent encore chercher les appareils pour l'interprétation. Alors, salut tout le monde. Je suis directrice à la recherche au CBRC et c'est génial de vous voir à la fin de notre conférence. J'espère que, que vous avez encore de l'énergie parce que je pense que ça va être une bonne session. Et on va aller jusqu'à 4h15. On va avoir une pause et puis la séance de clôture. Et on va avoir une période de questions-réponses à la fin de toutes les présentations. Alors, s'il vous plaît, prenez vos questions en note pour les garder à la fin. Et avant que je commence, quelques éléments, juste à vous rappeler, on a les lignes directrices communautaires. Alors, s'il vous plaît, on veut créer un environnement inclusif et avec du respect pour toutes les personnes participantes. Et je suis sûre que vous avez déjà lu ces lignes directrices parce que c'est presque la fin à 2 journées complètes ensemble. Et je sais que certaines de nos éléments discutés qui pourraient être vraiment vous rendre sensible. Alors, il y a l'information pour le soutien disponible à la fin de votre feuillette de programmation. Alors, on a une présentation, mon corps est fort et comment on va apprendre sur notre image corporelle et le travail physique. On a Dr. Barbeau, c'est une chercheure postdoctorale Banting à l'Université de Calgary, Rockland, comment est-ce qu'on dit ça? Rockland School of Education, en psychologie du conseil. Ses recherches portent sur l'identification de voies de la résilience chez les membres de la communauté de DSLBG et QI+, dans le but de créer les stratégies intégrées en promotion de la santé qui favorisent l'épanouissement et évite des risques. OK, bienvenue, Dr. Barbeau. Génial. Alors aujourd'hui, je vais présenter quelques des résultats que j'ai trouvés dans mes recherches. Je vais utiliser le mot queer parce que ça, c'est un nom comme parapluie que les personnes aiment utiliser pour décrire soit l'orientation sexuelle ou leurs identités genre. Alors, je vais juste utiliser queer. Est-ce que vous voyez les diapos? OK, oui, vous le voyez. Excellent. Alors, avant qu'on saute dans le bain du projet, j'aimerais vous donner un peu du contexte. Dans la littérature qui existe, on parle de SLGBTQ, IA+. Cette communauté a des différents enjeux de santé. Et souvent, quand on parle de l'image corporelle et les genres d'enjeux avec l'alimentation, c'est des augmente des risques. Ces statistiques augmentent les risques de tentatives de suicide 2 fois plus élevés. Nous savons que la stigmatisation euh, contribue à les disparités en manière de santé. Euh, c'est assez un modèle qu'on a pu trouver est capable de faire une association avec les identités plus marginalisées et une augmentation des risques en santé. Et nous savons que c'est pas aussi simple, surtout avec les identités intersectionnelles. Il y a beaucoup plus de dimensions, il y a plus d'interactions qui se passent. Alors, quand on regarde un modèle plus large avec ces additions, on ne veut pas perpétuer cette tragédie qui existe dans ce secteur de la population et aussi de ne pas regarder la résilience naturelle qui existe. Alors, ça, c'est des enjeux de compassion pour soi-même et la résistance. Ça, c'est les gros facteurs pour la santé mentale et l'image corporelle. Et c'est où mes recherches sont créées. Et l'objectif, c'est de soulever les voix de ces populations minoritaires pour
changer que c'est pas orienté vers le risque, mais plus vers la résilience. Et on veut utiliser une approche basée sur les forces et aussi une approche intersectionnelle et voir comment les différentes expériences d'identitaires vont changer leur comportement, euh, activité physique et alimentation. Alors, on avait 17 participants. Vous voyez dans ce nuage de mots qu'on a, ces différents éléments, comment identifier. Alors, les polices plus grandes représentent qu'il y avait eu plus d'identification. J'ai utilisé un résultat réflexif thématique pour mieux interpréter les données. Alors, les trois thématiques principales, quatre thématiques, c'est exploration et consolidation de l'identité, stigmatisation et on transcende le plus de force de l'intersectionnel et transcende les notions de binaire. Et selon mes interprétations pour l'interconnexion des quatre thèmes, c'est vraiment cette idée d'explorer votre identité et être capable de transcendre les concepts binaires et on parle des concepts reliés à l'alimentation et nos corps. Les questions plus identitaires, ça peut augmenter tes risques de comment vous percevez les stigmatisations. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retirer les forces de ces identités intersectionnelles. Alors, à cause de le temps que nous avons, on va parler plutôt sur transcendre les notions binaires et la stigmatisation. Alors, pour commencer, on va parler d'exploration et solidification de l'identité. Cette thématique est là pour démontrer à quel point c'est important pour les personnes de vivre une vie authentique et de prendre place dans cette identité et d'avoir la chance de découvrir plus tôt dans leur vie leur identité comparée à plus tard. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas aucune idée à quel point leur identité était liée à leur santé mentale, tant qu'il y avait des problèmes plus tard. Première exploration, c'est l'euphorie de genre. Alors, quand les personnes font l'exploration de leur identité, ils vont commencer à chanter les différences de comment ils sont en leur expression de genre. Ça peut être les sentiments de joie jusqu'à déconfort. Et un partie très important de l'euphorie de genre, c'est l'exploration. C'est d'utiliser les activités physiques pour explorer l'expression de genre et aussi les activités physiques pour augmenter les sentiments de euphorie de genre. Alors, vous entendez par la citation, Jamie voit à quel point l'activité physique était important pour avoir plus de muscles et c'était vraiment important pour leurs expériences de l'euphorie de genre. On peut démontrer à quel point c'est compliqué ces liens intersectionnels des identités marginalisées. Alors, pour créer cette balance de ces expériences. Alors, imagine si vous avez un difficulté culturelle et qui est en conflit avec leur identité de genre. Mais le fait peut toujours tirer les forces en identifiant avec sa culture chinoise et il peut toujours contacter ou utiliser leur euphorie de genre dans une manière authentique. Finalement, on parle des connexions entre le corps et l'esprit et les liens communautaires. C'est vraiment important pour rassurer la santé mentale de la population. Point. Aussi, pour reconnaître l'importance du mouvement pour connecter l'esprit et le corps ou le cerveau et le corps. Et cette citation qui sort de Nick démontre à quel point cette explorer, s'identifier avec leur handicap physique leur laisse à reconnecter leur corps et esprit d'une manière positive. Notre prochaine citation en dessous, c'est un manière de démontrer à quel point la connexion communautaire sont importantes et comment les personnes peuvent vraiment
je ne sais pas, mettre du poids sur l'identité culturelle. Et pour être mieux capable d'explorer ces narrations queer qui peut mieux valoriser leur exploration de genre et leur identité de genre, même si les identités culturelles, des fois, rentrent en conflit avec cette exploration de genre. Finalement, on parle de transcendre les notions binaires. Et ça, c'est on veut aller vers quitter ces authenticités, d'ouvrir plus large les concepts binaires pour genre et sexualité. Et puis, ça nous aide à voir toutes les notions binaires dans la société qui peuvent exister. Première notion binaire, c'est ce concept plus moralisant quand on parle de les alimentations, qu'il y a certains aliments qui sont bons, d'autres qui sont mauvais. Et la manière de le consommer déjà, et c'est vraiment, on voit les corps comme des bons ou des mauvais corps. Alors, cette neutralité alimentaire, c'est une perspective d'être capable de reconnecter avec la nourriture quand on regarde sur le- apprécier la nourriture et comment la nourriture a une fonction et apprendre à apprécier notre corps. La deuxième citation en bas, c'est à quel point la transmission intergénérationnelle de cette tombe morale sur la nourriture saine ou pas. Et c'est qu'est-ce qu'il a appris plus tôt dans son vie. Ça l'a vraiment fait sentir vraiment stigmatisé comme une personne avec un handicap physique. Il a vraiment compris que la nourriture est liée avec la santé physique et le fait euh, que eux, ils mangeaient quelque chose, c'était lié au enjeu de son corps, comme inflammation. Puis on parle de neutralité. Alors que le corps juste existe dans l'espace, que c'est fluide. Il y a certaines personnes qui sont fluides et ils passent à travers plus des sentiments neutraux selon le corps et va vers le positif. Et ça peut changer jour à jour. Et le monde peut aller un vers l'autre et c'est pas des expériences un ou l'autre, noir et blanc, et qui reste un. On peut voir finalement dans la citation de René, on parle de l'exploration des genres et comment être capable de trouver cette expression authentique. Ça donne la chance de se sentir plus positif et ancré dans son corps. Alors, ça, c'est quelques leviers axés sur les forces qu'on peut utiliser pour mieux optimiser ça. Alors, c'est avoir plus de lieux d'activité physique qui sont inclusives pour mieux construire cette connexion entre le corps et l'esprit. Et c'est aussi utile pour que les personnes commencent à connecter avec d'autres personnes de la communauté et aident à faciliter cette exploration de leur genre. Et ça peut être des lieux physiques ou vraiment juste des symboles d'acceptation, comme juste avoir un drapeau de fierté dans la fenêtre. Aussi de réfléchir comment on peut faire l'éducation de la santé moralement. Selon leur alimentation et les corps. C'est de commencer jeune. Beaucoup de personnes ont appris ces binaires et ces concepts binaires dans le système scolaire. Et ça a pris vraiment longtemps de désapprendre ces binaires, de prendre cette... On apprend du santé, ça devrait être une cible très tôt. J'ai mentionné l'intersectionnalité, sa relation compliquée avec les résultats ou les états de santé. Alors, on a besoin de thérapies qui mettent l'accent sur les intersections et trouvent les forces dans ces intersections. Finalement, on voit à quel point c'est important de vivre une vie authentique et être capable de s'exprimer. Alors, il faut déconstruire ces barrières au traitement pour l'affirmation de genre et avoir ces réflexions d'avoir une bonne un message positif pour le corps. C'est comme aimer votre corps. Et souvent, c'est juste ça. Et on veut que le monde se sente plus
pas juste dire comme oui, votre corps est beau, mais qui sont plus en alignement avec leur corps. On veut enlever ces obstacles. Il y a un obstacle de poids. Il y a une politique exclusionnelle, que si tu es un certain poids, que cette idée que de manger moins, restriction de l'alimentation va vous aider à atteindre la thérapie ou c'est bon pour ton expérience du genre. Alors souvent, c'est comme souvent on pense pas qu'on a des peurs, on n'est pas peur aux défis. Alors c'est de voir ces défis comme des aventures, avancer ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai tellement apprécié cette idée de réapproprier nos corps. Il existe dans nos esprits, mais il existe dans l'espace aussi. Et on a besoin de trouver l'équilibre entre les deux. J'ai hâte à discuter ça avec vous, mais on va avancer rapidement vers notre prochaine présentation. So, does parenthood... oh, la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal, membre du CRIPCAS et du laboratoire d'études du couple dirigé par Catherine Péloquin. Excusez. Depuis 3 ans, elle est également bénévole pour l'organisme communautaire Alter Héros. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mathilde Renaud, je suis finissante à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal. Je m'identifie aussi comme femme francophone lesbienne. Puis, je voudrais commencer ma présentation en faisant une reconnaissance territoriale d'où mon étude a pris part, c'est-à-dire Tchonjake, désolée pour ma prononciation, aussi communément connue sur le nom de Montréal. Donc, allons-y pour la présentation sur l'impact de la parentalité sur les pratiques sexuelles et la perception de la sexualité chez les couples lesbiens québécois. Donc, la problématique, en fait, c'est que la sexualité a traditionnellement été vraiment étudiée sous l'angle des difficultés sexuelles et de la santé reproductive par le biais de l'infertilité, des grossesses non planifiées et des ITSS. Heureusement, la recherche des dernières décennies prône davantage la santé sexuelle et le plaisir. Maintenant, je me suis questionnée à savoir dans quel contexte est-ce que les pratiques sexuelles ont été étudiées jusqu'à présent. Puis, dans la littérature antérieure, on voit que la réponse, c'est majoritairement au sein de la vie de couple, chez les couples hétérosexuels. Mais depuis les 3 dernières décennies, on voit que la littérature porte de plus en plus sur la diversité sexuelle et de genre. Aussi, la pierre angulaire de mon travail porte sur la parentalité, donc l'impact de la parentalité. Puis, je me suis questionnée à savoir c'est quoi le type d'événements de vie majeurs qui viennent influencer les pratiques sexuelles des couples. Puis, sans grande surprise, il y a la parentalité puis l'arrivée des enfants. Donc, la parentalité vient causer des changements au niveau des rôles dans les relations conjugales, des moments intimes et de l'initiative à s'adonner à des rapports sexuels. Maintenant, qu'en est-il des couples lesbiens, c'est-à-dire ma population cible? En fait, il y a très peu d'études qui ont porté sur l'expérience de la parentalité lesbienne, sur la perception de tout ça, puis encore moins au Québec et au Canada. Il y a quand même des études qui proviennent de l'Europe, des pays scandinaves, mais il manque de la recherche ici au Canada et au Québec. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles, entre autres, pour lesquelles j'ai décidé de choisir cette population-là. Donc, premièrement, il y a le fait que je voulais mettre de l'avant la santé sexuelle sans associer la sexualité à des tabous ou à de la douleur. Je voulais aussi comprendre les particularités de ces couples lesbiens-là et de décerner aussi la diversité interne sans la comparer avec les couples hétérosexuels. Puis finalement, comme on peut voir en bas, c'est aussi pour innover parce que historiquement, la littérature démontre que les hommes homosexuels ont reçu plus d'attention scientifique que les femmes homosexuelles. Si je vous transporte un petit peu au sein de la littérature antérieure, j'ai choisi 2 études parlant des pratiques sexuelles lesbiennes. Premièrement, l'étude de Femmes en 2016 nous explique que
La sexualité lesbienne serait basée sur un script culturel hétéronormatif, puis serait influencée par une norme sexuelle hétérosexuelle centrée sur l'homme et incluant des objets phalliques. On pourra voir dans les résultats si c'est le cas. Ensuite, pour la deuxième étude de Frédéric et ses collègues en 2021, donc, ils ont aussi révélé ils ont révélé certains aspects plus typiques des pratiques sexuelles lesbiennes, donc 4 pôles. Premièrement, l'utilisation des jouets sexuels qui serait plus élevée, la réception de sexe oral qui serait plus fréquente, puis la qualification des relations sexuelles lesbiennes qui serait plus longue qu'en comparaison avec les couples hétérosexuels, puis les comportements qui seraient plus romantiques. Maintenant, si on revient à la parentalité, donc je voulais savoir quelle est l'influence de l'arrivée des enfants dans la vie des couples lesbiens. Puis, on sait que la perception de la sexualité peut bouger et fluctuer au cours de la vie selon plusieurs facteurs. Donc, par exemple, on a la longueur de la relation amoureuse, la présence de dysfonction sexuelle, le degré de satisfaction relationnelle, les responsabilités reliées à la carrière, puis, dans mon cas, les enfants. Donc, l'arrivée des enfants vient influencer la parentalité des couples selon 3 pôles, donc les enjeux physiques, psychologiques et socioculturels. Puis ça, c'est des résultats qui sortent de la revue systématique de 2020, comportant plus de 200 articles. Donc, je voulais vous parler aussi, avant d'entrer dans les résultats de mon étude, des limites de la littérature antérieure sur lesquelles je me suis basée pour essayer de pallier à celle-ci. Donc, premièrement, les données antérieures ont été récoltées beaucoup de manière rétrospective, ce qui vient créer un biais de rappel chez les participantes. Ensuite, les études sur la parentalité lesbienne datent souvent de plus de 10 ans et même plus de 20 ans. Donc, avec toutes les avancées avec la communauté d'ES LGBTQ+, je trouvais ça important de me pencher sur la question aujourd'hui en 2024. Ensuite, on peut voir en orange que les études dans le domaine proviennent d'ailleurs dans le monde, comme j'ai dit, un petit peu plus en Europe et ailleurs, puis ne parlent pas de la perception, un plus dans la sphère psychologique de la sexualité. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour un devis qualitatif. Puis finalement, les études sur la parentalité sont trop souvent comparatives, en incluant un échantillon aussi hétérosexuel, et non descriptives. On est arrivé donc à mes objectifs pour le mémoire. Donc, c'était premièrement d'approfondir les connaissances par rapport au bien-être sexuel, aux pratiques et aux perceptions de la sexualité chez les couples lesbiens québécois. Puis, deuxièmement, de déceler s'il existe des différences expérientielles ou encore des similarités entre les couples de parents et de non-parents. Donc, côté méthodologie, j'ai un échantillon de 13 couples avec lesquels j'ai concocté des entrevues. C'est 13 couples qui se sont eux-mêmes identifiés comme femmes avec des pronoms féminins. C'est pour ça que j'ai ça sur les slides. Puis donc, j'ai 5 couples avec enfants, un ou plusieurs, et 8 couples sans enfants. Pour la collecte de données, comme j'ai mentionné, c'est des entrevues de couples semi-dirigés. Puis, ce fut enregistré de manière audio-numérique. Puis, il y a un formulaire sociodémographique qui a été utilisé aussi pour voir la variété au niveau des âges, de l'ethnicité et du niveau de scolarité des participantes. C'est un projet qui a été approuvé par le comité éthique de l'Université de Montréal. Puis, il y a une compensation financière de 40 $ qui a été octroyée à chaque couple. Sans trop aller en détail dans les analyses, les statistiques, puis tout ça, mon étude est une étude qualitative, transversale et phénoménologique. Donc, les étapes de mes analyses sont sur la diapositive. Donc, premièrement, transcrire le tout de manière automatique sur les verbatims, de me familiariser avec les données, de synthétiser le tout pour faire émerger ce qui était le plus central dans l'expérience des participantes, puis de comparer les couples avec et sans enfants. Les résultats maintenant, donc ça va se diviser en 5 sections avec les 5 couleurs qui vont suivre les prochaines diapositives. Donc la section, commençons avec la perception de la sexualité. Par souci de temps, je ne pourrais pas vous décrire chacune des thématiques, des sous-thématiques des sections. Alors, j'en ai choisi une pour les 5 prochaines diapositives. Pour la perception de la sexualité, j'ai décidé de vous parler de l'importance. Donc, en fait, la valeur ou la signification que les couples ont attribuée à la sexualité. Puis, c'était assez controversé de voir que, oui, la sexualité est considérée comme importante dans la vie des couples lesbiens, mais pour certains autres couples, on voit que l'importance se transforme ou diminue dans d'autres formes d'intimité ou par d'autres langages, on pourrait dire de l'amour.
Ensuite, la section sur les pratiques sexuelles plus concrètement, j'ai choisi de me baser sur, choisir la thématique des 2 corps de femmes ou des 2 anatomies féminines, où est-ce que les organes génitaux et les zones érogènes sont similaires. Donc, encore une fois, un gros clash dans les 2 sous-échantillons, où est-ce que la moitié vont me dire, oui, le fait d'avoir le même corps est super intuitif, vient faciliter les rapports sexuels, versus l'autre pan de la population qui vont dire que, bien, pas tant que ça, la sexualité est tellement individuellement vécue que c'est ça, on a chacun nos manières de vivre la sexualité, puis que le corps n'a pas nécessairement de rôle là-dedans. Pour la communication, les couples lesbiens ont mentionné une très grande ouverture pour le partage des fantasmes, des désirs, puis juste de la communication conjugale, règle générale. Pour la section sur les défis et blocages, il y a 4 sous-thèmes. Puis j'ai décidé de vous parler de la présence de charge mentale et de fatigue, qui est la réponse la plus populaire chez les couples concernant ce qui vient entraver leur sexualité. Donc, le fait d'avoir une indisponibilité mentale ou d'être fatigué physiquement ou mentalement vient faire diminuer la fréquence de la sexualité chez les couples lesbiens. Maintenant, la section sur la parentalité, on voit que pour les couples avec des enfants, ce sera plutôt des facteurs de changement qui ont été nommés. Donc, l'apprivoisement du nouveau quotidien. Donc, soit apprivoiser son corps, apprivoiser à la suite de la grossesse, apprivoiser son nouveau quotidien, son rôle, juste se réapproprier la sexualité. Puis, pour les couples sans enfants, je leur ai demandé, en fait, pouvez-vous me nommer des facteurs que vous pensez que dans le futur pourraient venir affecter votre sexualité? Puis la réponse nommée en unanimité, c'est l'appréhension de l'arrivée potentielle d'enfants dans le couple. Donc, si on revient sur mes objectifs avec la discussion, donc pour mon premier objectif, on voit qu'il y a une satisfaction sexuelle assez répandue au niveau de la communauté sexuelle, même si la fréquence tend un peu à diminuer au fur et à mesure que la relation avance. Ensuite, ce que les participantes veulent que la population générale retienne, c'est qu'il n'y a pas de pratiques sexuelles lesbiennes typiques. Donc, que chaque couple lesbien peut s'approprier leur sexualité puis qu'ils ne vont pas se fier à un script ou un schème de pratiques typiques ou normales. Puis, il y a une importance de la sexualité qui tend à diminuer avec le temps, comme j'ai mentionné. Donc, ça va se transformer dans d'autres formes d'intimité, comme de l'affection, des petits services, des dates, peu importe, puis d'autres langages de l'amour. Puis, pour le deuxième objectif de comparaison expérientielle entre les couples de parents et de non-parents, on voit qu'il y a un changement de fréquence accrue au niveau des couples qui ont des enfants qui transitionnent vers la parentalité. On voit que tous les couples priorisent la communication, autant sexuelle que conjugale. Puis, le résultat, je dirais, qui m'a le plus surprise, c'est l'enjeu par rapport au corps que j'ai pu retrouver de manière très, très cruciale dans les 2 sous-échantillons. C'est-à-dire que autant les personnes qui ont passé à travers la grossesse que les personnes qui appréhendent la grossesse, que les personnes qui vivent des insécurités ou des appréhensions au niveau de leur corps, c'était un des facteurs les plus importants qui venait influencer la sexualité. Je termine avec les forces, limites et retombées. Désolée pour le petit S qui n'est pas à sa place. Mais donc, pour les forces, je pense que je suis vraiment fière de dire que l'échantillon est fait partie 100% de la communauté lesbienne, qui est une population grandissante au Québec et au Canada. Je suis contente aussi d'avoir une diversité échantillonnale au niveau de l'ethnicité, de l'âge et des niveaux de scolarité. Puis le fait d'avoir recueilli les témoignages des 2 participants, les 2 partenaires du couple, vient enrichir l'étude, à mon avis, étant donné que j'ai pu avoir accès à, oui, leur point de vue individuel, mais aussi à leur dynamique conjugale. Faut toutefois dire que cette méthodologie peut aussi venir intégrer un biais de désirabilité sociale, étant donné que le fait d'avoir les 2 mêmes personnes dans la même pièce peut venir influencer l'expression ou l'opinion personnelle des membres du couple. Puis il y a un biais de sélection, parce que c'est connu en recherche que les couples qui décident de participer à des recherches, surtout concernant des sujets plutôt intimes, c'est quand même des couples qui vont relativement bien, qui ont envie de s'ouvrir. Donc, ce n'est pas des résultats qui sont généralisables.
Donc, pour les retombées, je crois que cette étude peut servir de piste pour outiller les acteurs sociaux et les intervenants et intervenantes cliniques qui accompagnent les couples lesbiens au quotidien, ainsi que dans l'investissement potentiel dans un projet parental. Puis, je pense que c'est une étude qui peut aussi proposer des pistes de réflexion pour des études quantitatives ou des études de plus grande envergure visant à inclure aussi les couples lesbiens d'autres provinces au Canada. Donc, merci beaucoup. Merci, c'était super intéressant. En tant que mère lesbienne, je me suis sentie vue. I feel so seen. Donc, merci, puis c'était super cool. Alors, maintenant, on passe aux communautés saphiques pan-canadiennes des enjeux transversaux avec Inès Pécoul-Cabane du Réseau des lesbiennes du Québec et Cynthia Esséric du Réseau des lesbiennes du Québec. Cynthia est diplômée en sexologie et en entrepreneuriat. Elle se consacre aux enjeux féministes et aux droits des personnes 2S LGBTQ+. Elle est vice-présidente du Club Sexu depuis 2022. Elle défend une éducation sexuelle positive, émancipatrice et inclusive. Et elle a entamé un micro-programme en EDI à l'Université Laval. J'espère que tu es correct. Oui, OK, cool. Inès, originaire du sud de la France, est diplômée en sciences politiques Toulouse, où elle fait des études dans le domaine de la sociologie et des études de genre. Après son stage de fin d'études réalisé au Réseau des lesbiennes du Québec, elle est désormais en charge des projets de recherche de l'organisme. À vous. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour. Merci d'être encore avec nous. Donc, comme on a été si bien présenté, mon nom est Cynthia Esséric. J'utilise le pronom « elle ». Je suis directrice générale par intérim du Réseau des lesbiennes du Québec. Et avec moi, j'ai Inès Pécoul-Cabane, pronom aussi « elle », qui est chargée de projet. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de l'état des lieux des communautés lesbo-queer, lesbiennes et saphiques au Canada en 2024. Est-ce qu'on pourrait avoir notre diapositive, s'il vous plaît? Ah, on nous fait signe d'attendre une petite seconde. On vous revient. Ah, c'est parfait. C'est là que je t'ai rendu. Super. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de notre étude qui touche les enjeux touchant les communautés lesbiennes, lesbo-queer à travers le Canada. Donc, ça inclut toutes les personnes qui s'identifient sous les relations lesbiennes. Donc, ça peut être les personnes bisexuelles, les personnes pansexuelles, mais si elles sont sous le thème saphique, ces personnes-là sont incluses aussi. On était aussi inclusive sur le genre. Inès va pouvoir vous présenter les résultats un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on a fait un recueil de données identitaires et sociodémographiques afin de visibiliser et de parler des espaces lesbo-queer, de la violence qui sont vécues dans les espaces publics et on a aussi évalué le sentiment de sécurité. Pour faire ça, on a collecté des témoignages sur des discriminations systémiques qui sont vécues dans diverses sphères, la sphère médicale, la sphère du travail, scolaire, religieuse, les espaces publics et la sphère culturelle. Les objectifs de notre recherche étaient de mieux comprendre les caractéristiques sociodémographiques et les enjeux rencontrés par les femmes et personnes lesbo-queer au Canada. Notre deuxième objectif était de rendre accessibles des données probantes par et pour cette population, d'identifier et comprendre les barrières systémiques vécues par cette population et développer des outils pour les contrer, et finalement de recueillir des témoignages afin de saisir les nuances et les particularités des expériences vécues. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente d'être ici pour présenter les résultats de cette enquête. Donc, merci d'avoir organisé ce sommet. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement la méthode d'enquête de cette recherche et quelques résultats principaux. Donc, au printemps 2024, nous avons lancé notre sondage en ligne bilingue sur la plateforme SurveyMonkey. Pour le questionnaire, nous avons posé environ 47 questions au total, des questions à réponse ouverte et fermée, ce qui nous a permis donc d'obtenir des données à la fois quantitatives et qualitatives. En matière d'analyse des données, nous avons réalisé des croisements de catégories pour la partie quantitative avec des variables comme l'âge, la langue parlée, l'orientation sexuelle ou encore l'identité de genre. Et puis, pour la partie qualitative, nous avons réalisé du codage thématique pour relever les grandes tendances émergentes parmi les témoignages. On a quand même rencontré plusieurs limites au fil de cette recherche,
notamment une surreprésentation du Québec, ce qui était prévisible étant donné la résidence de notre organisme au Québec. Et malheureusement, nous avons aussi un faible taux de personnes racisées et de personnes issues de l'immigration dans les résultats de cette enquête. Maintenant, le cœur du sujet, les résultats. En matière d'auto-identification, ce qu'on a remarqué, c'est une certaine diversité, à la fois en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Pour l'orientation sexuelle, on remarque notamment une utilisation différenciée des termes, que ce soit en fonction de l'âge et de la langue. Par exemple, l'identification lesbienne est majoritaire dans les deux versions du sondage, 58% en français et 41% en anglais, mais on remarque donc qu'il y a une plus grande identification à l'appellation lesbienne parmi les communautés francophones comparée aux anglophones. Et au contraire, on voit que l'appellation queer est 2 fois plus populaire en anglais qu'en français. En ce qui concerne l'âge, l'identification queer est de plus en plus populaire parmi les plus jeunes générations et au contraire, l'identification lesbienne semble plus prisée par les répondants et répondantes plus âgés. Et enfin, concernant l'identité de genre aussi, une grande diversité puisque déjà, environ 1 personne sur 2 ne se définit pas comme étant une femme cisgenre. Et aussi, on remarque aussi une certaine variété d'auto-identification en fonction de la langue, notamment au sein des communautés anglophones, par exemple, 23% des personnes s'identifient comme étant non-binaires, et parmi les communautés francophones, ce chiffre tombe à 14%. On a aussi remarqué que les identifications butch et femme sont utilisées au sein des 2 communautés linguistiques, le terme butch pouvant aller jusqu'à 6% et femme jusqu'à 12% au sein des 2 versions du sondage. Donc, pour vous présenter rapidement le portrait sociodémographique de notre échantillon, on voit que ce sont souvent des personnes plutôt jeunes, puisque 71% d'entre elles sont nées à partir de 1980. Ce sont des personnes qui sont aussi assez éduquées. 64% d'entre elles détiennent un diplôme de cycle universitaire. Mais par contre, on voit aussi que 40% d'entre elles estiment que leur situation économique est précaire ou serrée. Maintenant, un sujet très important, c'est la répartition géographique. Donc, nous avons eu la chance de rejoindre les 13 provinces et territoires à travers le pays. On a pu obtenir environ 2200 réponses dans tout le pays. Toutefois, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une surreprésentation du Québec qui se dénote à hauteur de 45% des réponses, c'est quand même assez grand. La deuxième province avec le plus de réponses, c'est l'Ontario, avec 20% des réponses. Et puis ensuite, nous avons l'Alberta et la Colombie-Britannique qui ont respectivement 9% des réponses. On a aussi interrogé les perceptions autour du climat sociopolitique pan-canadien, donc d'une part en fonction de la diversité de genre et d'autre part en fonction de la diversité sexuelle. Et d'ailleurs, on a pu remarquer des différences intéressantes entre ces 2 variables, puisqu'on peut voir que 35% des individus considèrent que le climat sociopolitique pan-canadien est hostile vis-à-vis de la diversité de genre. Et en ce qui concerne la diversité sexuelle, ce chiffre tombe à 14%. Un autre axe majeur de notre enquête, ça concerne les espaces publics. Donc, on a essayé d'investiguer les discriminations systémiques vécues dans cette sphère et selon 2 volets. Tout d'abord, la violence vécue dans les espaces publics et aussi toutes les perceptions autour de la visibilité communautaire des femmes et personnes lesbo-queer et la présence d'espaces par et pour. Donc, tout d'abord, quelques chiffres pour la violence dans les espaces publics. Environ plus de la moitié de nos enquêtés ont rapporté des discriminations à caractère sexiste et 44% ont reporté des discriminations sur la base de leur orientation sexuelle. On a aussi récolté 718 témoignages qualitatifs sur la question, ce qui nous permet de mettre en avant plusieurs constats. Donc, ce sont souvent malheureusement des témoignages d'agression, qu'elles soient verbales, physiques ou même sexuelles. Ce qui engendre aussi un sentiment d'insécurité et d'hypervigilance parmi les répondants et répondantes. On a aussi remarqué la fétichisation et l'hypersexualisation des couples lesbiens et lesbo-queer dans la sphère publique, ce qui illustre donc l'invalidation de la sexualité lesbienne et lesbo-queer très connue au sein de nos communautés, malheureusement. Et pour la deuxième partie de cette section-là, donc concernant la visibilité communautaire et les espaces, quelques chiffres encore une fois. Environ 35% des personnes considèrent que les femmes et personnes lesbo-queer sont peu visibles dans leur milieu communautaire local et 32% considèrent que les espaces par et pour sont inexistants. On a aussi récolté quelques témoignages qualitatifs qui nous permettent de mettre en avant d'autres constats. Par exemple, la surreprésentation des hommes gays dans les espaces LGBTQ+, surtout le manque de ressources et de financement, ce qui explique donc l'absence de parts lesbiens et d'espaces lesbo-queer permanents. Et ce qui aussi illustre évidemment l'invisibilisation des femmes et des personnes lesbo-queer dans les espaces LGBTQ+, plus largement.
On a aussi remarqué des différences intéressantes en fonction des provinces, toujours dans la sphère de l'espace public. Concernant le sentiment de sécurité, c'est un constat très positif, puisqu'une moyenne de 83% à peu près considère que son milieu de vie est très sécuritaire, seule exception de l'Alberta, malheureusement. Et puis, on a aussi des variations en ce qui concerne la présence d'espaces par époux, par exemple au Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard, des résultats plutôt pessimistes en matière de présence d'espace. Au contraire, l'Ontario, c'est la province la plus optimiste en ce qui concerne les espaces lesbo-queer. Et enfin, concernant la visibilité communautaire, des résultats plutôt négatifs au Québec, en Saskatchewan, à l'île du Prince-Édouard. Et au contraire, des résultats un peu plus encourageants dans les autres provinces et territoires. Et enfin, pour conclure ce portrait socio-démographique, quelques chiffres intéressants, mais surtout inquiétants. 66% des individus déclarent avoir des enjeux de santé mentale. Plus de 50% des personnes s'identifient comme étant neurodivergentes. Et puis, surtout, les chiffres les plus dramatiques concernent la violence sexuelle, puisque 67% des personnes reportent avoir vécu de la violence sexuelle au moins une fois dans leur vie. Et pour à peu près la moitié de notre échantillon, cette violence sexuelle s'est même répétée à plusieurs reprises. Maintenant, je repasse la parole à Cynthia. Merci. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus des résultats en lien avec les données qualitatives qu'on a reçues. Donc, on a ressorti les thématiques principales. Donc, pour la sphère médicale, ce que les personnes vont vivre, une personne sur deux va vivre du sexisme. Il va y avoir, vous ne serez pas surpris et surprise, une présomption d'hétérosexualité. Il va y avoir beaucoup de grossophonie médicale. Je trouve ça vraiment intéressant que ce soit ressorti dans nos résultats parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Ensuite, il va y avoir une banalisation de la douleur, l'invalidation de la sexualité lesbienne, parce qu'évidemment, comme il n'y a pas de pénis, il n'y a pas de vraie sexualité. Et finalement, il va y avoir une pathologisation des identités lesbo-queer, et vous allez voir, ce thème-là revient un peu partout. Ensuite, pour la sphère du travail, donc, il y a une personne sur trois qui va vivre de la lesbophobie. Ces personnes vont vivre de la misogynie au travail, donc il va y avoir un manque de reconnaissance de leur expertise professionnelle. Il va y avoir de la pression sociale liée à l'apparence, la performance, la féminité. Donc, le plus féminine, le mieux ça sera perçu. Et finalement, une fétichisation de la sexualité lesbienne, lesbo-queer. Il va y avoir des questions déplacées et de la curiosité intrusive. Je vous conseille d'aller chercher un petit peu plus sur le terme de l'hétéroprofessionnalisme, étudié par Émilie Morand à l'Université Laval. C'est très intéressant. Ensuite, pour la sphère scolaire, donc il va y avoir un taux de discrimination dans la sphère scolaire. Au niveau du sexisme, ce sera une personne sur trois. L'orientation sexuelle, une personne sur quatre. Il va y avoir l'hétéronormativité, encore une fois la pathologisation des identités queer, des climats LGBT-phobes, des insultes et des menaces. Et donc, il va y avoir un sentiment d'insécurité et une peur liée à la visibilité, ce qui peut beaucoup expliquer le fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne font pas leur coming out en milieu scolaire. Pour la sphère religieuse, donc il va y avoir un taux de discrimination dans la sphère religieuse qui va être à peu près à une personne sur trois au niveau de l'orientation sexuelle. Au niveau du sexisme, 21% des répondantes vont noter avoir vécu du sexisme. Ensuite, il va y avoir des discours intolérants, la misogynie, encore une fois la LGBT-phobie. Il va y avoir un manque d'ouverture des institutions religieuses. On observe encore une fois une pathologisation des identités queer, cette fois plus au niveau du discours du péché et de la maladie. Et finalement, les thérapies de conversion dont vous avez entendu bien parler hier. Finalement, pour la sphère de la représentation culturelle, 50% des répondantes estiment que les représentations fictionnelles des femmes et personnes lesbo-queer sont limitées et stéréotypées. Et 59% des répondantes ils vont dire que la représentation fictionnelle des femmes lesbo-queer est peu visible. Donc, on en voit peu, puis quand on en voit, c'est limité et stéréotypé. Ce qu'on va voir dans ces représentations-là, ça va être très homogène. Donc, les personnes vont être très féminines, blanches, minces, jeunes, cis et aussi absentes de handicap. Donc, ce manque d'inclusivité-là passe aussi par un regard masculin. Donc, les relations lesbiennes sont vraiment vues à travers la lunette du male gaze et des codes sociaux. Il va y avoir un très gros poids des codes sociaux. Donc, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui fait un petit peu du pouce aussi sur ce que Mathilde disait juste avant. Il manque vraiment beaucoup d'études sur les personnes lesbiennes. On a besoin d'aller plus en profondeur. Ce qu'on essaie de pousser vraiment, c'est d'avoir encore plus d'intersectionnalité. Il nous en manque évidemment dans notre étude, mais on espère pouvoir vraiment continuer puis motiver de plus en plus de personnes, dont le CBRC qui nous accueille grandement aujourd'hui et gentiment, de pousser encore le plus, d'avoir le plus de recherches possible. Et je finis sur cette note. Le rapport
rapport est en infographie présentement, donc il va être disponible dans les prochaines semaines. Si vous voulez aller encore plus loin, vous allez voir, il y a plein d'informations, donc n'hésitez pas à nous contacter, le Réseau des lesbiennes du Québec. Merci beaucoup. Merci, full. Je suis vraiment contente qu'on parle de ces enjeux-là aujourd'hui, vraiment trop cool, mais en même temps, je suis comme, man, on n'est pas sorti du bois, genre, ouais, c'est ça. All right, notre dernière présentation de cette magnifique séance, Harm Reduction Saturdays, Community Guided Harm Reduction Services, with Reagan Reese and Emily Layler from the Planned Parenthood. Donc, les samedis de réduction des risques, Emily Liller a débuté son travail en 2022. Elle a un baccalauréat des arts et travaille sur le contenu d'éducation. Elle travaille dans la santé communautaire. Reagan a commencé à faire du bénévolat avant de rentrer dans le rôle de coordinatrice en 2023. Reagan a un baccalauréat en sciences en psychologie de l'Université Memorial et est militante pour la santé sexuelle et reproductive accessible à toutes et tous. Bonjour tout le monde, je suis Emily, je dis les pronoms elle, et je suis coordonnatrice du bien-être du Centre de santé sexuelle et planification familiale de Terre-Neuve-Labrador. Et mon nom, c'est Reagan Reese. J'utilise les pronoms elle aussi et je suis coordinatrice des services de la clientèle au Centre de santé sexuelle et planification familiale de Terre-Neuve-Labrador. Donc, je suis tellement contente d'avoir fait cette longue voyage pour avoir cette conversation avec vous toutes aujourd'hui au sujet des samedis de réduction des risques, des services de réduction des risques guidés par la communauté. Il y a tout le monde ici est au courant de l'idée de la réduction des risques, mais je pourrais vous le rappeler, le but c'est de viser à minimiser les répercussions sociales, mentales et physiques négatives de divers comportements, incluant la consommation de drogue et les rapports sexuels. Les principes principaux sont des approches empathiques, dénuées de jugement fondées sur les forces et le soutien à la clientèle. Le but de les samedis de réduction des risques, c'est de fournir des services de soutien et de réduction des risques qui sont accessibles en dehors des heures normales de travail, à l'extérieur du lundi au vendredi 9 à 5. Être ouvert le samedi permet aux personnes qui sont au travail ou à l'école pendant ces heures sont capables d'avoir accès à nos services à une autre plage horaire. Le but principal, c'est d'être le plus flexible possible pour répondre aux besoins de notre clientèle là où elles en sont, pour offrir des services qui sont dirigés par des pairs et des personnes ayant des savoirs expérientiels. Quelques-uns des principaux services que nous offrons sont la matériel sécuritaire liés aux relations sexuelles et la consommation qui sont disponibles gratuitement. Quand les personnes viennent à notre centre pour avoir accès à ces matériels, particulièrement les seringues, nous ne demandons jamais pourquoi elles en ont besoin. Nous simplement demander la taille qu'elles cherchent. Nous, on ne s'inquiète pas de savoir pourquoi elles ont besoin de ces matériels, mais qu'elles aient accès à un matériel qui est propre et sécuritaire. Nous avons aussi des tests d'autodépistage qui est disponible gratuitement grâce à CBRC. Une autre grande partie de ce que nous faisons, c'est samedi, savoir une variété d'articles d'hygiène et de produits menstruels et d'autres produits d'hygiène quotidienne, de savon, des bobettes, d'autres choses qu'elles auront besoin. Nous avons aussi des collations, de l'eau, du jus et avons récemment reçu des cartes cadeaux pour les épiceries que nous pouvons distribuer aussi. Nous offrons aussi des tests de grossesse gratuitement à notre centre et elles sont disponibles pour faire au centre ou de ramener chez elles faire à la maison. Et s'ils décident de faire une test avec nous, elles ont des questions quelconques, sommes disponibles pour discuter des ressources disponibles. Une activité typique des samedis de réduction des risques, ça change de semaine en semaine, mais une partie de mon rôle en tant que coordinatrice au bien-être, c'est le seul
employé, payé, présent au centre les samedis, mais je suis soutenu par un incroyable groupe de bénévoles qui nous assurent d'un excellent déroulement de la journée. Nous préparons et distribuons le matériel sécuritaire, donc fréquemment préparer des petits sacs avec des condoms, des lubrifiants, des petits bonbons aussi. Nous offrons aussi des tests de grossesse gratuitement. Les personnes peuvent utiliser chez elles eux, ou au centre et dépendamment des résultats du test, nous pouvons offrir des conseils, des ressources. Nous ne sommes pas un centre qui offre des appartements, mais nous travaillons avec le centre à Saint John's qui l'est. Alors, on peut offrir l'information pour les contacter si quelqu'un est intéressé. Nous pouvons aussi faire des prélèvements, des échantillons d'urine pour des personnes qui ont reçu une demande pour un de nos docteurs pour des tests de maladies transmises, des infections transmises par le contact sexuel. Et nous offrons d'autres ressources, étant donné que nous sommes ouverts le samedi. Nous sommes un centre médical. Fréquemment, nous sommes le seul centre médical qui est ouvert le samedi. Donc, il y a des personnes qui nous appellent simplement des questions générales, pas nécessairement reliées à leur santé sexuelle et reproductive, mais nous faisons le mieux que nous pouvons de les diriger dans la bonne direction. Mais c'est utile au moins qu'elles ont quelque part à appeler. Et si rien d'autre, nous sommes un lieu chaud avec une salle de bain qui est disponible au centre-ville de Saint-Jean. Nous sommes proches de l'hôpital, un refuge, et on a quelque part où les personnes peuvent prendre un moment de répit, voir une visage accueillante et discuter avec quelqu'un. Je vais passer à Reagan. Donc, comment est-ce que nous nous assurons que nous répondons réellement aux besoins de la communauté? Nous sommes assez chanceuses avoir de la confiance de notre communauté, d'avoir des bonnes relations avec les personnes que nous desservons. C'est parce que le but de ce programme est toujours axé sur l'inclusivité. Oh, je pense que j'allais trop loin. Oui. Nous avons d'autres services qui sont adaptés aux groupes qui ont été historiquement marginalisés ou en quête d'équité, tels les personnes jeunes, les personnes trans, les situations ou qui sont non conformes dans leur genre et les personnes qui vivent une instabilité dans leur logement. Nous collaborons avec beaucoup de partenaires communautaires, collaborations telles le comité SIDA de Terre-Neuve, le SWAP. Donc, nous recevons beaucoup de nos matériels de consommation sécuritaire de cet organisme. Nous avons SHOP, c'est une OBNL locale qui soutiennent les travailleurs-travailleuses de sexe dans le centre-ville, ainsi que Black Lives Matter, Terre-Neuve pour améliorer la compétence et l'unité culturelle du personnel et l'accessibilité de nos services. Nous avons aussi fait de la recherche qui soutiennent nos samedis de réduction des risques. Dans le passé, nous avons conclu une analyse de l'environnement et des besoins de la communauté de LGBTQI+. Et nous, présentement, sommes dans le processus de mettre en œuvre un plan de travail élaboré dans le cadre d'un projet de recherche-action participative. Et l'année prochaine, en 2025, nous sommes très contentes de lancer un projet de recherche participative avec des personnes racisées qui nous permet de recevoir les commentaires de notre communauté et de faire des changements pour pouvoir mieux desservir les besoins de ceux et celles qui en ont les plus besoin. Depuis que nous avons débuté notre programme les samedis, on a eu de contact avec de nombreuses clientes et ça a beaucoup grandi. Normalement, on a contact avec 30 à 40 personnes à chaque samedi, en personne ou sur le téléphone. Et fréquemment, c'est des personnes qui font accès à ces services pour la première fois. Depuis 2021, les services de réduction de risque le samedi ont vécu des expansions en réponse aux commentaires de la communauté, ce qui inclut la livraison de matériel sécuritaire pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour y venir, offrir l'élargissement de l'offre de matériel et une expansion de nos heures d'ouverture pour mieux adapter les besoins de la communauté, parce qu'on réalisait qu'on avait beaucoup plus de personnes qui arrivaient tôt dans la journée et plutôt que plus tard dans la journée, donc on a changé l'horaire pour mieux s'adapter. Et c'est quoi l'avenir des samedis de réduction des risques? Nous avons des objectifs d'expansion. Nous voulons toujours améliorer l'accessibilité et la diversité de nos services et diversité des matériels distribués, de continuer à s'adapter en fonction des commentaires et des nouveaux besoins. Nous avons aussi ajouté un programme, les samedis du travail de sexe. C'est un groupe de soutien parmi les pairs
pour les travailleurs-travailleuses de sexe local. Et le but, c'est de permettre mais la création d'un espace, des nuits de jugement où les travailleurs-travailleuses de sexe peuvent chercher du soutien puis avoir accès à tout le différent matériel que nous pouvons offrir. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans les temps. Nous avons donc du temps pour les questions. Attends, on va t'amener les microphones. Merci tellement. C'était toutes des excellentes présentations. J'avais une question pour les dernières deux personnes. Je viens de Nouvelle-Écosse et je me demandais comment le fait d'être dans l'Atlantique a changé le contexte de votre travail. Je pense que c'est quelque chose qui est sous-reconnu. Sous-reconnu. Il y a beaucoup de personnes ici de Toronto, de Vancouver. C'est bel et bien, mais je pense que le travail prend une différente forme dans le Canada atlantique et je me demandais si c'était votre expérience. OK, oui. Oui, 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 absolument. Particulièrement en Terre-Neuve, nous sommes une très petite secteur. Nous sommes le seul centre pour la santé sexuelle dans la province. Donc, nous avons une grande portée dans notre travail pour la province au complet. Nous avons aussi fait face à des enjeux de financement. Nous avons nos partenaires communautaires, mais pas autant qu'on retrouverait à Toronto, par exemple. Donc, fréquemment, nous avons eu à élargir notre portée. Donc, on a un centre c'est pour la santé sexuelle, mais nous avons élargi, par exemple, notre programme de samedi pour répondre à plusieurs besoins, pas juste la santé sexuelle et reproductive. Et je veux juste ajouter que, tu sais, étant dans un lieu avec une population qui est un peu plus petite, nous avons vu que notre présence sur les médias sociaux va fréquemment au-delà de Saint John's ou de Terre-Neuve. Et nous avons réalisé que ça peut avoir un impact. Des compagnies comme Nixit et Salt, Trojan vont fréquemment nous envoyer des produits. Donc, d'avoir une plateforme sur les médias sociaux avec un peu de traction est aidant, particulièrement quand on vient de quelque part qui est assez petite. Et on aussi fait de notre mieux de réseauter, pas juste avec des organismes locaux, mais comme le CBRC puis d'autres organismes à travers le Canada pour garder des connexions parce qu'on est tous en train de lutter dans le même domaine. Moi, je pense à ce que Céleste disait ce matin, qu'il faut bâtir de la solidarité entre différentes personnes, dépendamment de où est-ce que nous sommes. Donc, merci beaucoup pour cette question et la réponse. Oui, une autre question ici. Je voulais simplement revenir à la première présentation en lien avec, bon, une image du corps. Je suis quelqu'un qui est pas mal à l'écoute dans le domaine de tu sais, le santé, le monde qui vont au gym. Et beaucoup de ce que vous avez présenté est aussi mis en question par l'industrie parce que ce qu'on voit des influencers qui dit que bon, ces aliments sont bons, ces aliments sont mauvais. Il y a beaucoup de c'est mis en doute par les nouveaux travaux scientifiques. Et donc, la discussion qui y a lieu présentement est très similaire à ce que vous avez présenté. Et je pense que ça indique que l'industrie est en train de se moduler d'une bonne façon, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont plus grands pour manque de nos termes, sont gros, mais c'est très actifs, qui sont au gym, font beaucoup d'activités physiques, mais qui ressentent encore très ciblés par l'industrie à cause de leur taille. Donc, moi, je suis fréquemment l'ami qui a besoin de les rappeler ce que vous faites est bonne. Et oublie qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que il n'y a rien là-dedans qui est soutenu par la réelle recherche, des statistiques concrètes, des données probantes. Et donc, je regarde, bon,
prenant ce que tu as retrouvé dans tes études et voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'industrie du conditionnement physique, ça pourrait avoir une complémentarité parce qu'il y a des scientifiques dans le domaine de la santé physique qui regardent, par exemple, aux aliments. Il dit que bon, c'est tout à fait correct d'apprécier cette morceau de gâteau, que vous n'avez pas besoin de le voir comme une péché, parce que en réalité, les aliments sont tous composés des mêmes choses. C'est juste une question de la manière que c'est présenté. Donc, peut-être regarder à l'industrie elle-même pourrait être une autre façon pour toi de encore pousser cette recherche plus loin et de continuer avec ce message positif de, de l'identité corporelle, l'image du corps positif. Voulez-vous réagir à ce commentaire? Oui, donc l'organisation avec laquelle je travaille s'appelle Body Lab et la communauté queer vit de nombreuses formes de stigmatisation et de marginalisation. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir cette intersection entre l'identité corporelle et l'identité de genre. Je crois que c'est très positif, le message que vous portez. Et ce qui est d'autant plus important, c'est de s'assurer que tout le monde comprenne qu'il importe de mieux analyser la culture alimentaire dominante et comment la culture du régime est constamment réappropriée. Et aujourd'hui, le régime alimentaire est souvent confus avec un synonyme de bonne santé corporelle, de bonne santé physique. Et donc, c'est positif de voir un changement de mentalité auprès des associations de praticiens et praticiennes de la santé des États-Unis à ce propos. Et donc, je crois que nous sommes dans un mouvement positif à propos de l'image corporelle. Et bien sûr, le poids, c'est un des facteurs parmi de nombreux facteurs qui sont des facteurs déterminants de la santé. Et bien sûr, la stigmatisation et l'oppression sociale, c'est aussi un facteur important de la santé. Moi, je travaille dans le secteur de la santé mentale et souvent, je serais capable personnellement d'être neutre par rapport à l'image corporelle et donc de pouvoir retirer les aspects de moralité de la conception alimentaire qu'on a, mais malgré ça, la grossophobie est toujours prévalente et toujours présente dans le monde, et malgré à quel point on travaille sur notre santé, même si on se sent bien dans notre corps, après, quand on est plus gros, on a vraiment du mal à trouver des vêtements qui nous vont, qui sont de notre goût, et c'est comme un peu, on est comme un point stagnant en société à propos de comment est-ce qu'on arrive à passer de cet état de tension sociale à un état de neutralité corporelle. Et parce que même si on y arrive individuellement, dans la société, on se fait constamment rappeler, n'est-ce pas, la grossophobie et les stigmas. Donc, il ne suffit pas seulement de trouver l'acceptation de soi-même pour éviter de faire face à de l'oppression systémique. Oui. Beaucoup des gens qui ont pu en venir à un point plus neutre par rapport à leur propre image de corps disent souvent se sentir gênés ou humiliés de la façon dont ils ont intégré leur propre grossophobie. Et donc, je crois qu'il faut être patient avec nous-mêmes. C'est un long parcours. Jusqu'à ce qu'on cesse de donner de la visibilité, de la légitimité à ces voix négatives qu'on a dans nos têtes. Et ça aide beaucoup de
entouré de gens qui partagent notre vision du monde, parce que quand on est dans une chambre à écho de narratifs, de récits, ça nous aide en fait à bâtir une plus grande résistance morale, et donc trouver les gens qui vous ressemblent, et assurez-vous donc de vous rassembler dans des espaces avec des gens qui vous ressemblent. Et assurez-vous de vous associer avec des gens qui connaissent leur corps, qui comprennent leur corps, qui apprécient leur corps. Et avec le temps, la communauté va vous aider à accueillir ces tensions. Oui, je voulais juste ajouter à cette conversation, parce que ce que vous dites, c'est que oui, bien sûr, moi, je peux m'entourer de gens qui tiennent à moi et travailler à être plus neutre par rapport à mon propre corps, mais ça ne fait pas de différence si je risque encore de souffrir de maltraitance dans le système hospitalier. Donc, comment faire la part des choses entre cette oppression systémique dans le contexte où est-ce que, oui, individuellement, on doit faire un peu du travail, mais il y a énormément de travail systémique à affronter. Oui, donc, vous faites référence aux violences médicales, à la façon dont la formation se donne dans le milieu des praticiens de la santé. Oui, désolée, on dirait que je me sens un peu déclenchée, mais c'est pas vous, c'est le système de la santé en général. Mais bien sûr, j'arrive à me sentir à l'aise dans mon corps. Mais mon docteur continue de penser que j'ai besoin d'une opération pour une liposuction parce que je suis trop gros ou grosse. Donc, c'est pas une question de comment moi je vois mon corps, mais plus une question de comment survivre à la grossophobie du milieu médical. Oui, et c'est une expérience qui est relatée par de nombreuses personnes dans mon étude également. Donc oui, c'est pas juste une question d'en venir à un espace de neutralité corporelle dans la façon dont on voit son propre corps, mais il y a plein de politiques exclusionnaires dans les rouages du système de santé. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille très fort pour accepter son propre corps et qui se fait refuser des soins de reproduction dans le milieu médical, eh bien, ça risque de les retraumatiser au gros complet. Et donc, souvent, il importe de tenir en compte que le système de santé dominal a été bâti par des personnes blanches et la corporalité des personnes non blanches sont uniques. Et c'est important donc dans notre effort pour changer les façons dont les mentalités évoluent dans le milieu de la santé afin de décentraliser un peu cette obsession sur le poids, puisque c'est un facteur qui n'est pas si déterminant pour la santé finalement. Merci à tous les panélistes pour votre présentation fascinante. J'ai une question pour l'Association lesbienne du Québec. Est-ce que ça va si je pose ma question en anglais pour que tout le monde puisse comprendre? J'adore comment vous avez décidé d'inclure les personnes non cis dans la catégorie des lesbiennes en général. Et je me demande si dans votre étude, vous démontrerez les résultats sur les résultats par rapport à la relation des gens par rapport au terme femme ou homme. Très bonne question. Nous n'avons pas exploré cette nuance. Je crois que ce serait très intéressant par contre. En tant qu'organisation, nous avons dû réfléchir au terme femme et comment on l'utilise et aussi comment on utilise le mot femme pour exclure d'autres personnes. Donc, on travaille avec des gens qui se tiennent à ce mot, mais nous avons aussi des féministes plus âgés qui sont très attachés au terme de femme. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on dit les femmes et les personnes de la diversité du genre, c'est parce qu'on veut être aussi inclusive que possible et ne pas effacer qui que ce sont. Parce que, bien sûr, les femmes font face à d'énormes systèmes
de sexisme et nous ne voulons pas invisibiliser, mais je crois que ce serait une excellente idée de recherche pour réfléchir au mot femme en tant que tel, parce que comme vous le savez, il y a tellement de courants dans le lesbianisme et certains de ces courants sont très, très opposés au terme femme. Donc, ce serait un excellent sujet de recherche. Merci de nous envoyer toutes les sources de financement possibles. Oui, revenez l'an prochain. On va explorer la relation avec la féminité. J'ai une question. Puisque nous avons un peu de temps. Tu as parlé de... Je vais le poser en français. Tu as parlé, mais tu l'as dit rapidement, là, je pense que tu n'as pas eu le temps d'en parler, mais je pense que tu as exploré les liens avec la monogamie aussi. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu de ce que tu as trouvé dans tes entretiens par rapport à ça. Ben oui, en fait, c'est que dans l'échantillon de 13 couples, il y en avait 2 qui se considéraient comme non monogames. Donc, je leur ai demandé comment ils vivent cette forme de relation, cette configuration relationnelle-là. Puis, ils m'ont dit que c'était vraiment du positif, dans le sens que cette forme relationnelle-là leur apportait quelque chose de plus empowering, puis répondait mieux à leurs besoins que d'être monogame. Puis, c'est la manière dont ils réfléchissaient à... On va se poser constamment des questions par rapport à cette configuration-là, puis dès que ça va devenir problématique, pas on va nécessairement l'arrêter, mais on va revoir un peu les limites autour du couple ouvert, de la monogamie, de la non-monogamie. Donc, c'est ça, c'était vraiment intéressant de voir la manière dont il y avait une dynamique relationnelle très inscrite dans le couple, très transparente dans la manière où ils voyaient cette configuration conjugale-là. Peux-tu revenir l'année prochaine puis nous présenter ça? OK, merci. Ah oui, une autre question. Je pense que ça va être la dernière. Yes. Je vais la faire très vite. Donc, on a parlé de monogenre, de monogamie. J'irai vers le monosexuel aussi. Est-ce que, autant Mathilde que dans les études, est-ce que les personnes non monosexuelles, donc bisexuelles ou pansexuelles, est-ce qu'il y avait des couples, des personnes bisexuelles et pansexuelles aussi dans ces couples lesbiens que tu as interviewés? Puis est-ce que ça joue un rôle aussi sur à la fois leur sexualité puis leur vécu relationnel? Puis est-ce que c'est revenu aussi dans les statistiques pour Cynthia et Inès? Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu aussi comme type de violence de ces femmes lesbo-queer? Est-ce qu'il y a une distinction aussi au niveau de l'orientation sexuelle? Puis les autres aussi, si les personnes bisexuelles et pansexuelles ont fait partie de vos réflexions, n'hésitez pas. Je vais devoir passer le flambeau quand même assez rapidement parce que malheureusement, toutes les personnes qui faisaient partie de l'échantillon s'identifiaient comme lesbiennes. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand même, ça ressortait comme un facteur dans les défis d'acceptation. Donc, dans les défis que j'ai nommés, il y avait la charge mentale, les responsabilités, la fatigue, tout ça. Puis, il y avait aussi des défis d'acceptation. Puis, il y a 3 couples sur 13 qui ont mentionné que leur orientation sexuelle, le fait de s'identifier comme lesbienne, était quelque chose qui venait affecter leur sexualité parce que leur cheminement personnel d'acceptation venait les rendre un petit peu plus vulnérables à se laisser aller dans des relations sexuelles. Mais sinon, je n'ai pas d'autres données sur la bisexualité, la pansexualité et autres. Je vais laisser mes collègues. Ben, merci pour cette question. Je pense que c'est une bonne question. Pour répondre à ça, c'est vrai qu'on a eu quelques témoignages de biphobie dans la sphère de l'espace public. Souvent, c'était des personnes qui se sentaient invalidées, qui pensaient que leur sexualité n'était pas prise en compte, pas représentée dans certains espaces, où c'était plus autour de l'identité lesbienne, etc. Aussi, en matière d'agression, on a quand même vu des témoignages de personnes qui se faisaient shamer, entre guillemets, à propos de leur bisexualité. C'est souvent la bisexualité qui est revenue spécifiquement, moins en matière de pansexualité. Et puis, évidemment, c'est aussi revenu, dans la sphère médicale des personnes qui se sentaient pas représentées, qui se faisaient agresser à cause de ça. Ouais, on a eu quelques témoignages quand même.